Comment tu gères tout ça? Mal. Alors voilà, si jamais tu veux te lancer en entrepreneuriat, ça veut dire que tu es un peu contre les grosses corporations. Donc les grosses corporations ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais enfin, typiquement quand tu as ton propre business, pour déjà ça c'est la première chose, c'est la liberté. Et ça, tu n'as pas besoin d'être payé pour l'avoir. Là, typiquement le fait qu'on est un jeudi et qu'aucun de nous deux a dû demander à un boss pour pouvoir partir faire ce tour en moto et enregistrer ce podcast en milieu de journée, ça déjà c'est un très gros bénéfice. Pour moi, je pense que c'est même le plus gros. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, qui est en fait le premier podcast filmé. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter mon ami Marc, qui est un homme aux multiples facettes. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de discuter de différents sujets, de ce qu'il fait dans sa vie, etc. On va parler de sport, on va parler d'entrepreneuriat, de start-up, de finance, de crypto, de plein de choses. Mais avant ça, Marc, présente-toi. Et bienvenue, bien sûr. Merci. Bon, première chose déjà, il a oublié, on va peut-être aussi parler un peu de moto. Oui, c'est vrai. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même un cadre assez atypique. Et du coup, je ne sais pas si tu veux peut-être dire où on est avant qu'on commence vraiment. On est au col du Grand Saint-Bernard, donc si vous entendez des bruits de moteur et autres, c'est normal. C'est un peu une des mecs de la moto. Et on a décidé de se faire un petit trip de 2 jours de moto et puis en profiter pour enregistrer ce podcast. Ouais, du coup, là, on est à, c'est combien, 2400 2400 mètres à peu près, ouais. Voilà, donc si on est rouge aussi d'ici la fin du podcast, c'est normal. Aussi, ouais. Ouais. Bon, mais ouais, du coup, moi, comme Hervé a dit, je m'appelle Marc, je suis moitié suisse, moitié espagnol, j'ai 28 ans depuis la semaine passée. Là, actuellement, je suis entrepreneur, j'ai créé ma start-up en janvier de cette année. Évidemment, ça prend beaucoup de mon temps. Et du coup, quand je dédie pas mon temps à ma start-up, je suis aussi arbitre de basket, j'arbitre du basket normal, le 5-5. Et j'arbitre aussi beaucoup de 3-3 pendant l'été, donc c'est le basket qui se joue dehors sur un seul panier. Je vise pour devenir arbitre international là-dedans d'ici... Cet été ça va être râpé, mais je pense l'année prochaine. J'espère l'année prochaine. Et sinon, je fais aussi pas mal de sport. Je vais au fitness, je cours, je fais différents trucs. Comment t'es arrivé dans le basket et dans l'arbitrage? Alors basket, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 7 ans, j'ai commencé le foot comme tout le monde, parce que tout le monde joue au foot. À la récré, on jouait au foot. Et je me suis rendu compte que de 1, j'étais nul, et de 2, j'aimais pas. Ça va souvent ensemble. Mais voilà, l'année d'après, j'ai tenté le basket, et ça par contre, j'ai beaucoup aimé. J'étais un peu moins nul, mais voilà, niveau plaisir, c'était clairement ça. Du coup, après, j'ai continué. J'ai commencé quand j'étais à Genève. Jusqu'à 12 ans, j'habitais à Genève. Et après, en fait, quand j'ai déménagé à Fribourg, j'ai rejoint Fribourg Olympique, qui est le meilleur club de Suisse au basket. Et du coup, là-bas, en fait, c'est là que je suis vraiment devenu bon. C'est un grand mot, mais c'est là-bas que j'ai appris à jouer. Et j'ai jamais arrêté. Donc après, j'ai fait différents clubs. J'ai fait Fribourg, Marly, Sarine. Je suis resté très longtemps. Et quand j'avais 14 ans, il y a quelqu'un du club qui est venu pendant un entraînement qui a dit « j'ai besoin de 3 arbitres ». Parce qu'au basket, ça fonctionne que certaines années, il y a des pénuries d'arbitres. Et du coup, chaque club, en fonction du nombre d'équipes inscrites et de la taille du club et des choses comme ça, il doit fournir un certain nombre d'arbitres au canton ou il doit payer des amendes. Et du coup, forcément, pour les plus petits clubs où j'étais à ce moment-là, Sarine, du coup, ils ont dit « ok, on a besoin de 3 arbitres par équipe, point ». Et du coup, moi j'avais 14 ans, je dis « pourquoi pas ?» J'ai essayé. Et ça, par contre, il s'avère que ça, j'étais bon dedans. Contrairement au basket joueur, où je suis grand, du coup, et j'ai une certaine masse, donc je me débrouille, mais objectivement, je ne suis pas un des tout bons. Donc voilà. Par contre, arbitre, dès le début, on m'a dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Et en fait, il s'avère que c'est le côté plus cérébral du sport. Et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Donc quand tu commences dans l'arbitrage, au début tu arbitres que des tout petits, des moins de 8 ans, moins de 10 ans, moins de 12 ans. Mais en fait, moi en quelques années, assez vite, j'ai commencé à arbitrer les adultes. Donc tu passes de l'étape qui s'appelle mini-arbitre à arbitre régional, où du coup après tu peux arbitrer toutes les catégories régionales. Donc ça veut dire des adultes, tous les jeunes qui ont plus que 12 ans. Et voilà, donc il y a des niveaux très différents. Et là, depuis quelques années, j'ai réussi à passer arbitre national. Donc ça veut dire qu'en théorie, je peux arbitrer tout le basket en Suisse. Après, il y a des sous-groupes du coup. Là, depuis cette année, j'arbitre tout à partir des semi-pros, donc la Ligue B, et tout ce qui est en dessous.
Donc la seule chose que j'arbitre pas, c'est les pros masculins, les hommes de Liga. Voilà. Pour le moment. Pour le moment, voilà, on verra. Et sinon, depuis quelques années, pendant la saison de basket, ça va de septembre-octobre à mai. Ça suit en fait l'année scolaire. Parce qu'à mon avis, au début, j'ai commencé pour faire que les enfants puissent jouer. Et en fait, les adultes, ils ont suivi, vu que c'est dans une salle. L'hiver, tu peux jouer. Et du coup, ça fait que pendant l'été, il n'y avait rien. Et en fait, c'est là que le 3-3 vient s'insérer. Moi, la première année, j'ai fait ça, voilà, c'était l'été, j'avais rien d'autre à faire. Et en fait, c'est vraiment très différent, c'est vraiment très cool. Et en tant qu'arbitre, tu peux arbitrer en short avec des lunettes de soleil, sous le soleil, et ça, c'est la grande classe. Raison numéro 1 pour laquelle j'arbitre du 3-3. Voilà. Et ouais, c'est super différent, ça va beaucoup plus vite, c'est des tournois, il y a de la musique, il y a du breakdance, des fois il y a des concours de graffiti, enfin c'est vraiment un style beaucoup plus urbain, beaucoup plus cool, beaucoup plus jeune. Et depuis Tokyo, donc depuis 2 ans, 3-3 est un sport olympique aussi, donc c'est vraiment en train de se développer à fond et c'est pour ça qu'il y a peut-être une carte à jouer pour devenir arbitre international plus vite qu'au 5-5. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire arbitre en dehors de l'arbitrage pur, hein, bien sûr? Oh, alors ça m'a apporté énormément, surtout dans tout ce qui est communication et gestion de conflits. Parce que à la base, un arbitre, c'est quelqu'un qui doit gérer un conflit. Alors ils se tapent pas dessus, mais au final ils se battent quand même l'un contre l'autre dans un set de règles prédéterminées. 2 équipes en fait qui s'affrontent. Et toi tu dois arriver, tu dois dire toi tu as le droit de faire ça, toi tu n'as pas le droit de faire ça, et ainsi de suite. Tu dois essayer d'être juste envers tout le monde et tu dois en fait gérer du coup la tension qu'il y a entre les deux. Et après attention que chacun a envers toi aussi, parce que tu es cible numéro 1, on va pas se mentir. Et du coup, il y a cet aspect de gestion de conflit quand un entraîneur ou un joueur est persuadé que tu as fait une erreur et qu'il vient vers toi de façon assez expressive, il faut que tu arrives en fait à calmer la chose, à lui expliquer, à voir pourquoi, ou bien quand 2 joueurs l'un contre l'autre sont très énervés, il faut que tu arrives à te mettre au milieu et à diffuser la situation. Donc ça c'est l'aspect gestion de conflit. Et après l'aspect communication, ça c'est parce que, comment dire, c'est assez dur à comprendre si tu n'es pas arbitre, mais dans l'arbitrage, à partir d'un certain niveau, en fait, c'est plus le fait de prendre les bonnes décisions qui est important. Alors, c'est important en soi, mais c'est comment tu les vends et comment tu les communiques. Parce qu'un arbitre qui a l'air tout timide, qui sur le terrain ne ressemble à rien, à aucun charisme, à aucune présence, il peut siffler tout ce que tu veux, qui est parfaitement juste, tout le monde va se plaindre. Alors qu'un arbitre qui en impose sur le terrain, il peut siffler, alors bon, s'il fait tout faux, il y a des problèmes quand même, mais disons s'il fait 20% faux, ce qui est pas mal, c'est une décision sur 5 fausses. Ouais. Personne ne va rien dire. Parce que tout le monde va dire « Ah non, il a l'air sûr de lui, je lui fais confiance. » Ça passe. Et voilà. Et du coup, ça c'est très important parce que ça veut dire que même les décisions justes, il faut réussir à les vendre, à les communiquer. Et les décisions fausses, ça peut... Parce que c'est possible, tu prends, tac, tu siffles ou tu décides de ne pas siffler justement. Et hop, du coup, à l'instant même, tu dis « Merde, ça c'est une connerie. » Et du coup, il faut que tu arrives en fait à transmettre que « Non, c'était juste. Je ne sais pas ce que vous avez vu, mais moi ce que j'ai vu c'est correct. » Du coup, c'est bon. Donc voilà, donc il y a beaucoup ça et maintenant, enfin évidemment plus Théo, plus c'est important, mais moi maintenant dans le niveau où je suis, j'estime que c'est 80% de ce que je fais sur le terrain, c'est Dacom. Ouais. Donc c'est oui, je connais les règles, évidemment. Oui, du coup je prends les décisions en fonction de ces règles, mais après c'est comment tu interprètes les règles et comment tu arrives à montrer en fait et à communiquer justement, là cette décision j'ai pris ça parce que ça, et il faut l'expliquer vite pendant que ça joue, les gens te crient dessus, enfin voilà. Donc clairement communication et gestion de conflits. Et ça m'a beaucoup aidé en complément de mes études à l'EPFL, où du coup, pour tout ce qui était, par exemple, présentation, des choses comme ça, j'étais souvent un peu au-dessus de mes collègues étudiants. Je ne parle pas du point de vue technique, ça, voilà, mais du point de vue présentation, souvent grâce à ça, en fait, ça m'a permis de beaucoup développer. Ouais, donc tu as commencé à 14 ans, c'est ça? Ouais, là maintenant ça fait du coup presque 14 ans que j'arbitre. Une belle carrière, ouais. Du coup, ça demande forcément autant de temps pour devenir arbitre pro, ou bien est-ce qu'on peut le faire plus rapidement ou... Si tu es quelqu'un d'extrêmement doué, tu peux aller plus vite, clairement. Il y a eu des cas en Suisse, il y a certaines personnes où, enfin moi, je me débrouille dedans, mais sinon après c'est quand même pas mal de travail. Il y a certaines personnes, elles sont juste naturellement douées là-dedans. Enfin, il n'y a pas photo et du coup, elles peuvent aller beaucoup plus vite. Après, comme tout, il faut faire attention à ne pas aller trop vite parce que vu que c'est quand même quelque chose où souvent tu as de l'opposition, les équipes ou les entraîneurs, si en fait tu vas trop vite, tu peux te brûler aussi. Tu
peux te dégoûter. Et surtout si tu dégoûtes quelqu'un qui est très talentueux, bah, c'est dommage. Donc il y a aussi tout le temps cette histoire de passe un peu par toutes les étapes. Après, les étapes peuvent clairement être raccourcies si tu as du talent. Ouais. Tu as parlé de tes études juste avant, ouais. À l'EPFL, mais tu n'as pas dit en quoi? Alors moi j'ai fait informatique à l'EPFL, j'ai fini en 2021, en septembre. J'avais commencé en 2014, du coup, ouais, 7 ans. Il y a eu l'armée entre deux, il y a eu quelques cours ratés par-ci par-là. Mais voilà, c'était... Enfin, les gens qui disent que c'est dur, moi j'ai adoré mes études. Parce que du coup, à côté, j'ai pu continuer à faire du sport, j'ai pu continuer à arbitrer, j'ai pu continuer à faire plein de trucs. Et j'avais une très bonne bande de potes, du coup, clairement, EPFL, je recommande. Donc tu es ingénieur en informatique. Ça. Ouais, officiellement, c'est le titre, ouais. Voilà. Bah, tu l'es. Et ces études t'ont mené à quoi? Alors, pendant mes études, assez vite, je me suis rendu compte que faire du code, donc la chose principale que tu apprends en informatique, 5 jours par semaine, c'était pas pour moi. Parce qu'il manquait genre de la relation humaine, du contact humain. Puis voilà, le code, c'est marrant un moment, mais au bout d'un moment, si tu fais que ça te prend la tête. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait autre chose. Donc j'ai commencé à prendre des cours un peu à côté, disons, moins purement techniques. J'ai pris, par exemple, dans mon master, j'avais certains cours d'entrepreneuriat, j'avais des cours un peu de business qui étaient quand même dans le master d'informatique, pas savoir pourquoi. J'avais des trucs comme ça. Et du coup, voilà, je me dirigeais, j'avais pas de but précis officiellement, j'ai fait une spécialisation en images, signaux et interfaces. Voilà, c'est un nom donné, moi j'avais juste pris des cours qui me paraissaient cool, et puis il s'avère que ça me permettait d'avoir ça, du coup j'ai fait ça. Un des highlights, c'était clairement, on a fait tout ce qui est Pixar, par exemple, tous les films générés avec des images 3D. Ouais. En fait, ils utilisent une méthode qui s'appelle, pour faire des photos, qui s'appelle des images photoréalistiques. Donc, tu ne sais pas si c'est une photo ou la vraie vie. Ils utilisent une image qui, en fait, vraiment simule la lumière et du coup qui rebondit et qui après va dans la caméra. Donc, tu simules vraiment une caméra, tu as une scène 3D, tu dis quelle matière, quelle texture est chaque objet. Et du coup, vraiment, après, tu simules une source de lumière qui va. Et ça, typiquement, c'était un cours trop stylé, super niche. Mais du coup, on était 6 dans le cours et c'était vraiment cool. C'est un peu ça qui a donné la teinture à mon master. Et j'ai aussi fait pas mal de cours dans tout ce qui est technologie décentralisée. Donc blockchain et des choses comme ça, algorithmes décentralisés. Voilà. Donc ça m'avait mené un peu là-dedans. Et puis, mon projet de master, j'ai quand même eu pas mal de code dedans. Aussi pour les besoins d'entreprise dans lesquels je l'ai fait. Et donc, juste quand je finis mes études, je me dis, ok, je vais me lancer dans quelque chose où il n'y a pas beaucoup de code, j'aimerais bien essayer le consulting. Et du coup, il y a une entreprise AVK Group à Lausanne qui maintenant s'appelle Eraneos, ils ont changé de nom, dans entreprise de consulting suisse qui, dans la maison mère, est à Zurich. Eraneos, maintenant, c'est une fusion aussi avec des entreprises d'autres pays. Et eux, du coup, ils m'ont pris comme consultant. Alors oui, je faisais quand même des trucs IT, mais il y avait zéro code, donc voilà, j'étais content. Au début, j'étais très content. Et voilà, plus le temps a avancé, je me suis rendu compte de certains défauts qu'il y avait dans le boulot et aussi de certaines lenteurs. Et ça, c'est pas la faute de mon employeur, c'était juste en fait, le monde du travail, comment il fonctionne et les clients chez qui j'allais. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais peut-être revenir un peu à mes premiers amours de start-up et de choses du style. Et là, il y a mon actuel associé qui m'a proposé une idée. Mais du coup, tout cet univers start-up, tout ça, t'es un peu tombé dedans, dans la marmite par hasard? C'est un truc que tu avais envie de faire depuis un moment? Il y avait un certain intérêt de ma part depuis un moment. Vers la fin de mes études, pendant mon master, j'avais fait partie de la première génération des EPFL Changemakers. Donc c'est un truc que l'EPFL fait pour encourager l'entrepreneuriat pendant tes études, pendant que tu es étudiant. Et là, j'avais développé un peu ma première idée, c'était juste après le Covid, il y avait beaucoup cette idée de santé mentale qui affectait aussi notamment les élèves. Et moi, j'avais lu plein de choses qui disaient qu'avoir des plantes à la maison, forcément, ça t'aidait dans ce domaine-là. Et je m'étais dit, mais c'est quoi le problème? C'est que les gens ne savent pas s'occuper des plantes. Si je savais m'occuper des plantes, peut-être que j'en aurais. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire une application qui peut justement aider à s'occuper des plantes, gamifier un peu la chose, tu peux leur donner des noms, voilà, c'était vraiment essayer d'avoir un peu, créer une sorte de présence avec toi, chez toi, parce que c'était ça aussi qui manquait à beaucoup de monde. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi, je ne connaissais pas beaucoup les plantes, j'en ai presque pas. J'en ai une qui survit maintenant depuis 3 ans, c'est un grand record, même mes cactus d'avant ne survivaient pas autant.
Mais je me suis rendu compte justement que j'aimais plus l'idée de faire une start-up, l'idée d'entrepreneuriat, que vraiment l'idée avec les plantes. Du coup, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, je ne vais pas continuer ça, mais je garde en tête l'idée de faire une start-up. Après, pendant mon projet de master, j'ai aussi suivi un cours de la part d'InnoSuisse, donc c'est l'organe au niveau national pour tout ce qui est innovation. Ils donnent aussi des cours et des séminaires et tout, donc j'ai suivi un truc de genre 8 ou 12 semaines qui aidait aussi un peu plus à développer plus une idée. Et voilà, donc ça c'était un peu ce que j'avais fait pendant mes études. Et après, à la fin de mes études, je me suis dit c'est ce que j'aimerais bien faire, mais je me rends aussi compte que juste maintenant j'ai pas d'argent et j'ai pas de connaissances assez pratiques niveau business, comment fonctionne le monde du travail et tout ça. Mais j'ai que des connaissances théoriques et académiques. Du coup je vais aller bosser un moment, je vais faire 3-4 ans de boulot, puis après, une fois que j'aurai fait ça, je ferai ma start-up avec du coup les connaissances que j'ai et idéalement l'argent que j'ai mis de côté. Ça c'était le plan de base, sauf que j'ai de 1 appris très vite le monde du travail et du coup je me suis assez vite ennuyé et il s'avère que c'est un peu plus lent que ce à quoi je m'attendais et mon train de vie habituel. Et en même temps il y a mon cofondateur Ricardo qui a aussi fait les études avec moi, enfin je te parlerai de lui après, qui est venu vers moi avec une idée du tonnerre comme on dit. Du coup, ça fait que les 3-4 ans se sont transformés en 1 année et 3 mois. Du coup, voilà. Après 1 année, j'ai posé ma démission et puis 1 année et 3 mois après, je suis à fond dans ma start-up. Voilà. Ouais. Donc tu sors des études, tu fais à peine plus d'1 an de salarié. Exact. Et puis après, feu quoi. Exact. Stylé. Et alors, cette start-up, c'est quoi? Alors, c'est une start-up qui s'appelle Fume. Vous pouvez voir le super t-shirt. On a déjà du merch. Alors, c'est quelque chose qui est une start-up qui vise à amener la technologie de la blockchain dans le monde des fonds d'investissement pour permettre aux fonds d'investissement de fonctionner sans intermédiaire. Ça, c'est un peu la tagline, voilà, c'est des grands mots. Concrètement, ce que ça fait, c'est que déjà les fonds d'investissement, tu sais un peu comment ça fonctionne ou pas trop? Un petit peu, mais je pense que ce ne sera pas inutile pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent d'avoir un résumé. En gros, les personnes, une fois qu'ils ont beaucoup d'argent, ils aimeraient en avoir plus, comme tout le monde. Mais en fait, une fois que tu as tellement d'argent, ton argent peut générer de l'argent sans que toi tu aies besoin de travailler en plus. Tu peux acheter de l'immobilier qui prend de la valeur, tu le revends et tout ça. Mais du coup, gérer de l'argent, ça devient un boulot à temps plein en fait. Et du coup, il y a des gens qui sont littéralement gestionnaires de fortune. C'est ce qu'ils font. Ils ont l'argent des autres personnes, qui font fructifier, ils investissent dans des trucs, ils font différentes choses. Et après, au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, voire plus, en fait, ils ont plus d'argent que ce qu'ils avaient au début. C'est le but. Et voilà, donc il y a différentes, on va dire, façons de faire. En Suisse, ce qu'il y a beaucoup, ça s'appelle Family Office. Et c'est littéralement en fait des familles riches qui se disent j'aimerais bien laisser plus d'argent à mes descendants. Et du coup, en fait, ils engagent une personne ou deux qui gère juste la fortune de la famille pour que cette fortune de 1 diminue pas et de 2, si possible, augmente même pour les descendants plus tard. Et après, tu as les fonds d'investissement plus professionnels où c'est des gens qui disent ok, moi je sais comment faire fructifier votre argent. Confiez-le moi et du coup tu leur donnes juste de l'argent et puis tu as un certain nombre de conditions, blablabla. Puis après, quand tu veux, tu peux retourner, recevoir de nouveau ton argent. Et puis généralement, tu en as plus. Des fois, s'il y avait des mauvaises décisions, il y en a moins. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. Le problème, c'est que cette industrie, comme beaucoup de la finance, il fonctionne encore comme au siècle passé. C'est-à-dire que souvent, il y a encore beaucoup de choses qui se font sur Excel, voire même sur papier. Ça, c'est... À notre époque, c'est assez peu envisageable pour moi, surtout qui ai fait informatique, du coup voilà. Et on s'est dit, il y a quelque chose il y a moyen de mieux faire. Justement, mon associé, qui était un très bon pote déjà pendant les études, Ricardo, en fait, lui, après les études, il avait déjà fait des startups pendant ses études, et après les études, il s'est dit, je vais créer mon propre fonds d'investissement, spécialisé dans les crypto-monnaies, donc il investit que dans les cryptos. Et du coup, justement, il convainc les gens de lui confier leur argent et puis lui il fait fructifier ou non et du coup voilà. Mais du coup justement lui qui était à fond dedans, il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des problèmes, notamment à cause de cette histoire de Excel, papier, enfin bref, ou même les banques, c'est juste pas efficace. C'est typiquement si jamais toi en tant que personne qui a de l'argent, tu veux donner ton argent à un fonds, tu dois appeler ta banque. Généralement, ils mettent quelques jours à accepter ta demande. Après, il faut que la banque fasse le transfert à la banque du fonds, qui prend quelques jours. Enfin bref, il y a plein d'étapes, il y a plein d'intermédiaires. Chaque personne au milieu prend sa part. Du coup, ça te coûte de l'argent, ça te coûte du temps. Et ouais, c'est juste pas efficace. Et du coup, on s'est dit,
avec la technologie de nos jours, il y a moyen de faire mieux, notamment avec la technologie de la blockchain. Et ça, typiquement, ça te permet, pour tout ce qui est monétaire, de fonctionner en pratique sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de banque, il n'y a plus besoin de gros trucs, c'est les banques, on ne va pas se mentir, mais il n'y a plus besoin typiquement de ce qui s'appelle custodian en anglais, ça serait quoi? C'est les personnes qui gardent tes biens pour toi. Typiquement, si tu as... Non, c'est différent. Les gestionnaires de fortune, c'est vraiment ceux qui prennent les décisions d'acheter ou de vendre. Mais au niveau de la loi suisse, ça après, typiquement, ceux qui gardent la preuve que tu as ces biens ou que tu as ces actifs, ça doit être une autre personne. Okay. Généralement une banque aussi. Donc typiquement, toi tu me confies ton argent, ok, ton argent c'est moi qui ai fait les trucs, mais disons les certificats ou les contrats qui disent que tu m'as donné tant d'argent et que du coup tu as tant de parts de mon fonds, c'est pas toi qui peux les garder, c'est une banque qui doit les garder pour toi. 1,5% par année de ce que tu as mis dedans, juste pour garder ces papiers. Voilà, tu vois. Donc ça c'est juste le fait de garder. Après il y a plein de choses qui se cumulent. Et en fait justement on s'est rendu compte que là-dedans c'est surtout lui qui s'est rendu compte que là-dedans il y avait un problème. Et l'été passé, en août justement, j'ai été chez lui quelques jours. Puis à un moment il me fait « Ah viens, on va dans mon bureau, on discute un peu d'une idée que j'ai ». Du coup on s'assied. 6 heures plus tard, on ressort du bureau, le temps était passé comme ça. C'est un bon signe en général. Et c'est un peu là que l'idée de base est née. Et après, moi, du coup, là, j'étais encore salarié à 100%. Et en fait, après lui, il a un peu bossé dessus de son côté. Puis un mois plus tard, il me fait « Ah, t'as du temps ce soir pour qu'on s'appelle vite fait ?» Ouais, pas de problème. Du coup, on s'appelle. Puis en fait, il avait fait toute une présentation pour développer l'idée, pour me montrer. Puis je fais « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour faire avec toi ?» C'est ce que je voulais entendre. Et du coup, voilà, genre une semaine après, je posais ma démission, quoi. Excellent. Donc voilà, c'est un peu de ça que c'est né. Et ouais, l'idée, c'est vraiment de permettre en fait au fonds d'investissement une sorte de nouvelle infrastructure qui est totalement décentralisée. Enfin, non, c'est pas vrai, c'est pas totalement parce que nous on est encore là, mais totalement sur la blockchain, donc ça permet d'être transparent, ça permet de diminuer en fait le niveau de confiance que tu dois accorder à des gens, parce que quand tu fais confiance à tous ces intermédiaires, à toutes ces banques, typiquement si moi je veux te transférer de l'argent, même via Twint, pour que moi je puisse t'envoyer, je dois faire confiance à mon téléphone, à Twint, à ma banque derrière, à ta banque, à ton Twint, à ton téléphone. S'il y a un seul de ces 6 trucs qui pète, tu ne reçois pas l'argent. C'est vrai. Ça fait une certaine marge d'erreur. Et du coup, typiquement, la blockchain, c'est différent parce qu'en fait, il y a tout qui est public, il y a tout qui est open source. Donc en fait, tu peux vérifier les choses. Donc tu peux regarder, ok, si je fais ça, il y a ça qui va se passer. Et vu que c'est du code, c'est déterministique, donc tu peux être sûr qu'il y a ça qui va se passer. Et surtout, une fois que c'est fait, tu peux vérifier que ça soit bien fait. Et il n'y a aucun moyen, il y a des moyens, mais disons, la cryptographie normalement te dit que c'est pas possible que quelqu'un essaie de tricher là-dessus, c'est-à-dire que si c'est écrit que c'est arrivé, c'est vraiment arrivé. Voilà, et du coup, on essaie d'amener ça dans le monde des fonds d'investissement et ça permet d'éviter plein de choses, comme par exemple, je ne sais pas si en novembre passé, tu as entendu parler de FTX aux États-Unis qui a implosé. Non, du tout. Non. Bon, en gros, c'était un échange crypto, le deuxième plus grand au monde, où il y avait des milliards dessus, des milliers, voire des millions de personnes qui avaient confié leur argent, dont moi par exemple, mais leur argent dessus. Et eux, il s'avère que dans leurs conditions d'utilisation, ils disaient on fait rien avec votre argent, parce que c'est ce qu'ils doivent dire. Derrière, ils faisaient plein de trucs avec, du coup, ils ont perdu tout l'argent. Et en fait, forcément, quand les gens ont commencé à se rendre compte, ils ont voulu retirer leur argent. Et du coup, c'est ce qui se passe quand une banque n'est plus solvable, exactement la même chose. Donc, ça devient une prophétie qui se réalise elle-même. Les gens retirent, du coup il n'y a plus assez d'argent pour les gens qui essaient de retirer, du coup plus de gens veulent retirer, et voilà. Et du coup ça s'est absolument pété la gueule, et c'est ce qui a commencé un peu le gros crash des cryptos l'année passée. Enfin, pas commencé, mais qui a fortement continué. Et ça typiquement c'est un problème parce que du coup c'était pas transparent. C'est-à-dire que toi tu leur donnais l'argent, ils disaient oui on a ton argent, alors qu'en fait derrière c'est pas vrai. En fait comme une banque traditionnelle. Pareil, la banque traditionnelle, tu leur confies ton argent, mais après avec ton argent derrière ils font des trucs, ils font des investissements, ils mettent dans des caisses de pension des trucs, c'est normal, c'est comme ça que la banque gagne de l'argent. C'est comme ça qu'ils peuvent aussi te proposer un taux d'intérêt sur tes comptes. Disons, aucune banque n'est 100% solvable, c'est la base. Et voilà, et du coup en fait typiquement avec la transparence de la blockchain, ça c'est plus possible, parce que du coup tu peux savoir ce qu'ils font derrière avec tes fonds. Donc voilà, donc on essaie de résoudre en fait un certain nombre de problèmes, mais ça peut être résumé par enlever les intermédiaires et diminuer le niveau de confiance que tu dois accorder à des gens là-dedans. Et dans tout ça, donc on a parlé d'arbitrage, de la start-up. Comment tu gères tout ça? Mal? Non,
J'ai pas des petites journées, je pense que toi tu dois connaître quelque chose aussi un peu là-dedans. Mais ouais, enfin, je sais pas, j'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé. Je crois que c'est un peu dû à l'arbitrage aussi, parce qu'on dit un mois en avance tel jour, ok, t'as dit que tu étais disponible tel jour, tu dois être là-bas à telle heure pour arbitrer un match. Si t'es pas là, le match n'a pas lieu, donc c'est ta faute du coup. Donc ça fait que j'ai toujours noté des choses, j'ai mon agenda qui est ma bible. Du coup, voilà, ça me permet d'être assez organisé. Et au final, c'est ça, c'est plus t'es organisé, plus tu peux faire de choses. Et plus tu fais de choses, plus tu arrives encore à faire de choses. C'est un peu une sorte de cercle vicieux ou vertueux, ça dépend du point de vue. Et en plus, je déteste perdre du temps. Disons, c'est un peu, surtout à cause d'Internet et comme ça, il y a ce mythe de la productivité. Alors, je dis pas que je suis à 100% dedans, mais typiquement, si jamais j'ai un moment où j'attends sans rien faire, j'aime pas. Si je décide de rien faire, là c'est différent parce que du coup ça me repose, méditation, blablabla. Mais si jamais c'est vraiment ok, maintenant j'ai un moment mort dans ma journée où je fais rien, ça j'aime pas. Du coup j'ai tendance à toujours faire des choses. Et t'es naturellement organisé ou bien c'est un truc que tu as dû apprendre? Je pense naturellement je suis pas mal, mais ça a clairement été renforcé par le fait de faire plein de choses et que du coup si j'étais pas organisé, en fait j'arrivais pas à tout faire et du coup j'aimais pas parce que j'arrivais pas à tout faire, du coup je me forçais à être organisé. Et maintenant en fait c'est juste une habitude quoi. C'est quelque chose, à mon avis c'est une des plus meilleures choses que tu peux faire dans ta vie si tu souhaites faire plus de choses. Essayer d'être organisé et puis même après pousser plus loin. Te mettre des objectifs, des trucs comme ça, savoir aussi où tu vas. Enfin, voilà, pour moi c'est beaucoup la façon dont je fonctionne. Après c'est assez analytique comme façon de réfléchir aussi. C'est assez carré. C'est peut-être pour ça que j'ai fini ingénieur. Ouais, voilà. Mais du coup, si peut-être quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute, parce que cette vidéo est aussi disponible en podcast audio. Et vice versa, le podcast sera disponible du coup sur... Oui, ce sera sur YouTube et le podcast sur Spotify, Apple Podcast, enfin partout quoi. Et ma question était, ouais, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait lancer sa start-up, tu as parlé de bosser quelques années, d'organisation, tout ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Ou et à l'inverse, est-ce que tu aurais peut-être une erreur que tu as faite, une leçon, etc., qui te dirait, faire gaffe à ça? Alors là, de grosses erreurs, j'ai l'impression que j'en ai pas encore vraiment. De un, parce qu'on est jeune, enfin, comme je dis, ça fait 8 mois qu'on a commencé maintenant et actuellement on a eu beaucoup de chance, les choses se déroulent très très bien. Donc j'ai pas forcément de grosses erreurs à dire comme ça. Après, enfin, quelque chose peut-être qui, à la réflexion, je dis pas que je ferais différemment à cause de mon contexte, mais disons, si on prend un contexte plus général, peut-être essayer de diminuer le pourcentage du boulot avant de quitter complètement, ou quitte à travailler un peu moins en fait pour les heures de boulot que tu fais. Je m'explique. Moi typiquement, j'ai l'impression que j'étais quand même relativement productif pour un junior consultant. J'avais d'ailleurs demandé à être promu, ils m'ont refusé. Enfin, voilà, ça va pas aider à ce que je reste. Mais souvent, si tu es quelqu'un qui veut se lancer dans une start-up, souvent tu es quelqu'un qui aime faire les choses et qui n'a pas peur du travail. Si tu as peur du travail, lance-toi pas dedans, déjà premièrement. Parce que là je compte plus mes heures, je travaille clairement beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant des fois je me faisais des semaines de 60 heures. Donc je suis à plus que ça sans aucun doute. Et donc si tu as peur du travail, il ne faut pas te lancer dedans. Si tu n'as pas peur du travail, ça veut dire que souvent tu fais plein de choses, tu fais un peu des heures sup, et souvent tes heures sont aussi un peu plus productives que les heures de quelqu'un qu'on a moins à foutre. Parce que du coup tu es dedans, et puis tu dis ça je veux faire bien, et des choses comme ça, donc forcément tu mets plus d'efforts dedans. Et en fait, ça veut dire que souvent tu vas être au-dessus de la moyenne de tes collègues. Et alors voilà, si jamais tu veux te lancer en entrepreneuriat, ça veut dire que tu es un peu contre les grosses corporations. Donc les grosses corporations ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais du coup, si tu mets juste moins d'efforts dans ton boulot, ou tu mets le même effort mais tu travailles moins d'heures, ta performance sera quand même la même que celle de tes collègues. Du coup, ils ne vont pas forcément remarquer, mais toi tu auras plus de temps pour commencer à développer ton business à côté. Et du coup, c'est peut-être une façon plus sûre de commencer à développer, parce qu'au final, en quelques heures par soir et par le week-end, faut pas sous-estimer ce que tu arrives à faire. Ouais. Tu peux commencer à lancer des choses, tu peux même commencer à avoir un business qui te rapporte de l'argent, suivant ce que tu fais, juste avec ça. Et du coup, si ton business à côté commence à te rapporter de l'argent, là c'est beaucoup plus simple de quitter ton vrai job, ou de faire à 50%, parce que tu dis, de toute façon, l'autre me rapporte aussi.
Moi, j'ai de la chance, là, ça marche bien, j'avais un peu des réserves. Maintenant, on arrive à se payer un petit salaire. Donc voilà, donc je regrette pas comment j'ai fait. Après, est-ce que c'était la façon la plus sûre? Pas du tout. Est-ce qu'il y a vraiment une façon sûre de lancer un business? Non. Je pense pas. Non. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et c'est aussi pour ça que la récompense que tu peux avoir, elle est aussi grande. Ouais, parce que pour moi, c'est vraiment une question d'investissement que tu mets dedans. Et tu as le... Je dis toujours, au bout d'un moment, tu as le retour sur investissement de toutes les heures que tu as passées à bosser pour zéro ou presque. Et moi, ça ne me dérange pas du tout de voir des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie alors qu'ils travaillent très peu, mais c'est parce que au début, il y avait du 80, 100 heures par semaine payées des cacahuètes, quoi. Ouais, clairement, c'est parce qu'en fait, typiquement, quand tu as ton propre business, pour déjà, ça c'est la première chose, c'est la liberté, et ça, tu n'as pas besoin d'être payé pour l'avoir. Là, typiquement, le fait qu'on est un jeudi, et qu'aucun de nous deux a dû demander à un boss pour pouvoir partir faire ce tour en moto et enregistrer ce podcast en milieu de journée, ça déjà, c'est un très gros bénéfice. Pour moi, je pense que c'est même le plus gros. La gestion du temps, ouais, c'est l'avantage assez exceptionnel. Ou typiquement, maintenant, si je vais aller faire les courses, si je vais aller au médecin un mercredi matin à 10h, j'ai besoin de demander à personne. Si maintenant je prends ma copine et je lui dis on va faire un tour 2 jours là, bah oui, on y va. Ça n'a pas de prix. Mais après, effectivement, c'est quand tu es en train de construire quelque chose qui t'appartient, il y a aussi beaucoup de la valeur que tu produis qui ne va pas dans ton salaire, mais qui va dans la valeur de l'entreprise ou de l'entité que tu es en train de créer. Et ça, en fait, après, ça a beaucoup de valeur. Et c'est ça, en fait, où tu peux vraiment gagner plus tard. C'est pas genre tout à coup ton salaire va augmenter à 2 millions par année en termes de salaire. Déjà parce qu'en plus avec les impôts tu te ferais niquer donc c'est pas intéressant. Mais c'est plus qu'après tu as une société qui a tant de valeur où du coup tu peux engager des gens, des choses comme ça. Et c'est après où tu commences à avoir justement, comme tu dis, le retour sur investissement. Mais ouais, il faut d'abord construire cette valeur derrière et ça, enfin, t'as pas de salaire ou peu de reconnaissance au début, mais après c'est comme tout, il y a une courbe exponentielle, donc au début c'est très dur, tu vois pas la différence et après du jour au lendemain, paf, en anglais ça s'appelle un overnight success, ouais. Un succès qui a eu lieu du jour au lendemain, c'est jamais vrai, c'est juste que les 3 ans avant tu les remarques pas, parce que du coup ils n'avaient pas de succès, et un jour... C'est le truc le déclic et puis paf. Comment tes proches, ta famille, etc., ils voient ce que tu fais? Alors... Ma copine m'a toujours beaucoup supporté, j'étais déjà avec elle avant. Elle est, en fait, quand j'hésitais à quitter mon job pour me lancer là-dedans, moi-même je me suis rendu compte de la façon dont j'en parlais. En fait, je cherchais des raisons pour rester au boulot, mais mon cœur avait déjà décidé. Elle l'a remarqué aussi, elle m'a dit mais regarde, écoute-toi parler, fais-le, t'as tellement envie. Après, ma famille, c'était un poil plus compliqué, mais ça m'a aussi permis d'avoir des bonnes discussions avec eux et puis j'ai aussi... Ça dépend aussi, mes parents n'ont pas toujours eu des moments faciles et du coup forcément pour eux, moi qui avais fait des études et qui avait juste après les études déjà un CDI assuré, qui était, consultant c'est pas un job de merde, on va pas se mentir. Je dis pas que je gagnais ultra bien ma vie mais franchement pour un diplômé c'était pas dégueu. Tu vois, le fait que je leur dise après une année ah non je veux quitter mon job pour me lancer dans un truc qui va en toute vraisemblance, selon les probabilités, se péter la gueule. Ils étaient là, mais t'es con. Ma mère m'a littéralement dit, t'es stupide, pourquoi tu veux faire ça? Et voilà, mais du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à leur expliquer. Et je crois aussi que ils avaient un peu peur du mot start-up. C'est un mot qui est beaucoup balancé dans tous les sens. Et ils avaient aussi peur parce que c'est un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais été du côté entrepreneuriat et c'est pas une critique envers eux, c'est juste que c'est pas leur monde. Et du coup, vu qu'ils ne connaissaient pas, ils en avaient un peu peur. Après, quelque chose que j'ai énormément apprécié, c'est après que j'ai commencé à leur en parler, ils ont commencé à se renseigner. Et du coup, ça les a aussi rassurés. Genre, ce que je fais, alors oui, c'est en soi l'idée du business qu'on a, elle est nouvelle. Mais le fait de créer une entreprise, de créer une start-up, ça, c'est pas nouveau. Il y a plein de structures qui aident. Il y a typiquement une Suisse organe national qui nous a aussi donné une sorte de don en fait, de 20 000 francs. C'est pour aider l'innovation en Suisse. Enfin, ils ne demandent rien en retour. Tu vois, des choses comme ça. Enfin, ça, clairement, c'est pas réinventer la poudre. Il y a des choses à faire dans un certain ordre. Puis voilà. Puis après, le truc, c'est qu'il faut aussi énormément de chance. Et c'est ultra compétitif. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein qui ratent.
Mais voilà. Et ouais, juste pour le mot startup, pour moi, en fait, la définition d'un mot startup, c'est juste un nouveau business, mais qui est vraiment dans ce qui est technologique, souvent informatique de nos jours, mais ça peut être aussi robotique, ça peut être juste maintenant intelligence artificielle, des choses comme ça. Et en fait, c'est juste que souvent, ça demande une phase au début de développement, d'investissement, où du coup, tu ne peux pas encore vendre de produits à des utilisateurs, parce que tu n'as pas encore. Mais après, par contre, la conséquence, c'est que tu as quelque chose qui est souvent très très réplicable et beaucoup plus scalable. Donc tu peux avoir beaucoup plus de clients sans que ça te coûte beaucoup plus. Programme informatique, une fois que je l'ai fait, je peux te le vendre à toi, je peux le vendre à 10 000 personnes, ça ne va pas me coûter plus. J'aurai peut-être 10 francs en plus par mois de serveur web à changer, mais c'est tout. Alors que j'aurai 10 000 clients en plus. Tu vois, par contre, effectivement, il faut d'abord que je le fasse. Et pendant que je suis en train de le faire, je ne peux rien vendre à personne. Du coup, c'est là en fait que les levées de fonds et des choses du style, ça devient intéressant. Et ça, c'est par opposition à un business normal. Genre, si maintenant, je dis, je veux être paysagiste. Je crée, en plus en Suisse, c'est facile, tu as les raisons personnelles. Tu as besoin de t'inscrire nulle part, tu as besoin de rien payer. C'est juste si tu es à plus de 100 000 balles de chiffre d'affaires par année, donc il faut déjà y aller. À ce moment-là, il faut t'inscrire au registre du commerce. Mais sinon, c'est tu crées ton truc et puis du coup, tu commences à chercher des clients en tant que paysagiste. Et voilà, genre, si tu as de la chance, tu en as un dès le début. Et du coup, tu es paysagiste à ton compte dès le début. Il n'y a pas justement ce moment où tu dois construire quelque chose. Et du coup, pour moi, c'est ça l'opposition start-up et business normal. Mais c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est juste quelque chose dont il faut être conscient. En fait, dans le business normal, c'est marrant parce que tu as devancé ma question. Mais le business normal, en fait, c'est un peu une progression, on va dire, linéaire. Et la start-up, ce serait plutôt quelque chose d'exponentiel. Il n'y a rien pendant un moment. Et puis dès qu'il y a le produit qui est dispo, et boum, ça explose. Alors, je dirais pas forcément linéaire non plus, parce qu'après, et quand je dis business normal, ça veut pas dire que c'est moins bien que start-up, oui, que ce soit clair. Hein. C'est juste par opposition à tout ce qui est plus technologique, informatique. Donc, ça serait plus, des services ou des objets physiques ou des choses comme ça. Mais linéaire, tant que tu es tout seul, oui. Après, au bout d'un moment, tu vas pouvoir prendre plus d'expérience, donc tu vas pouvoir aussi faire monter tes prix et des choses comme ça. Donc voilà. Mais après, si tu commences à engager des gens, ça devient plus linéaire. Là, ça commence à tendre vers l'exponentiel. Parce que du coup, si tu es tout seul, 2 clients ou 4 clients, tu gagnes 2 fois plus. Si tu as quelqu'un, tu peux doubler le nombre de clients. Doubler, ça commence à passer en exponentiel. Si tu reprends une autre personne, tu peux encore rajouter. Et ainsi de suite. Et en fait, après, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Alors, c'est-à-dire que tu dois avoir assez de clients, c'est-à-dire que tu dois avoir un business assez rentable, assez attractif, oui, ok. Et tu dois avoir des bons employés, il y a plein de conditions. Mais tu peux clairement passer du côté exponentiel aussi dans les business non technologiques. Ouais, mais je pensais à linéaire ou exponentiel dans le sens de rentrée d'argent. Alors oui, ouais. Sûrement oui. C'est plus... Il y a entre guillemets plus de cash flow régulier dans un business normal que dans une start-up. En tout cas au début, ouais. Ouais, où la start-up, il va falloir faire des levées de fonds, trouver des investisseurs, etc. Ouais. Des gens qui font confiance alors qu'il n'y a rien. Exact. Tandis que le business normal, tu vends ton service ou ton produit. Et puis c'est... Assez rapidement, tu peux avoir des rentrées, exact. Ouais. Ouais. Et dans tout ça, est-ce que tu as le temps de faire autre chose ou Alors, du coup, j'ai quand même l'arbitrage. J'ai dit au début, hein, c'est un homme aux multiples facettes. J'ai l'arbitrage qui me prend quand même pas mal de temps. Là, cette année, j'ai un peu tiré sur la corde, mais cette année, je pense que j'arbitrais entre 3 et 4 matchs par semaine. Donc, souvent, c'était 2 soirées en semaine et après, souvent le week-end, où du coup, je peux être appelé à arbitrer dans la Suisse entière. Donc, ça prend un bout de temps, souvent je dois aller, Lugano par exemple. Et donc, j'ai ça. Après, j'essaye de me maintenir en forme. Donc, je fais pas mal de sport, je cours, je vais au fitness. Là, récemment, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, où je pense que je vais continuer. Voilà, et j'ai ma copine aussi qui du coup, je vais pas dire que ça me prend du temps parce qu'elle va mal le prendre, mais je lui dédie volontiers de mon temps. C'est des relations à entretenir. Ouais. Exact, exact. Et est-ce que tout ça, c'est important pour toi pour cet équilibre ou... C'est pas que c'est important, c'est que c'est nécessaire. Ouais. La nécessité du sport, je l'avais un peu quand j'étais au collège avant l'Uni. Et premier semestre de l'EPFL, j'ai arrêté tout le sport parce que tout le monde me disait tu n'auras pas le temps, il faudra que te concentrer sur les études. J'ai tenu un semestre, j'ai pété un câble. Un peu cliché de l'EPFL. Ouais, exact. Ouais. Mais voilà, ça n'a pas marché. Du coup, au deuxième semestre, j'ai recommencé le sport. Mes notes j'ai plus ou moins pris, je crois, entre 0,5 et 1 de meilleures notes dans toutes mes matières. Parce que j'ai recommencé à faire du sport. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Ça m'aide à extérioriser et ça revient vers le principe d'équilibre interne. Si tu fais plein d'efforts mentaux,
mais que tu fais aucun effort physique, ton corps va se détraquer et vice versa. Et du coup, c'est très important en fait de te fatiguer dans les deux dimensions, parce que du coup, en plus, automatiquement, tu seras moins fatigué parce que du coup, ton corps est plus en harmonie. Donc ça, c'est nécessaire. L'arbitrage, c'est juste quelque chose que j'aime. J'ai pas d'autre raison. Enfin, si c'est pas quelque chose que t'aimes, voilà, on est payé / défrayé, mais honnêtement, ça vaut pas le coup d'aller te faire insulter pendant 1h30 si t'aimes pas ça. Donc il y a un peu de côté sadomaso, mais bon voilà. Et ma copine, non, c'est nécessaire aussi. Le soutien et tout ce qu'elle t'apporte, je pense. Exactement. Bah écoute, trop bien. Je sais pas si tu as envie d'aborder peut-être encore un autre sujet. Je sais pas, toi par exemple, comment tu t'organises? Parce que tu parles de moi, multiples facettes, mais je sais que toi tu es aussi assez, comment dire, plein dans ton emploi du temps. Alors oui, effectivement, je suis assez plein dans mon emploi du temps. Par contre, je suis pas quelqu'un de naturellement organisé, même bien au contraire. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années avec plus ou moins de succès. Et, mais je pense que l'agenda est une chose très importante. Et aussi une chose que j'ai apprise dernièrement, c'est de donner un stop au boulot. De dire ok, maintenant j'arrête de bosser, je fais des trucs pour moi. Et là où il y a quelques temps, j'étais capable de jamais lâcher le job et puis de m'enfoncer dans une spirale un peu infernale, un peu pernicieuse voilà, t'es tout le temps à fond dedans, t'as envie d'être productif tout le temps, etc. Alors que en fait, prendre du temps pour toi, c'est tout aussi bénéfique finalement pour tes affaires. Donc ouais, moi je dirais l'agenda. Et j'en ai plein, des potes qui me demandent comment j'arrive à faire tout ce que je fais, etc. Mais on est réveillé en moyenne 12 heures par jour, non plus. Ça dépend, si tu dors 8 heures par nuit, 16. 16 heures, ouais, 16 heures par jour. Y a de quoi les remplir, quoi. Donc, c'est cette gestion du travail et non-travail qui est peut-être que je suis en train de travailler, et puis le sacro-saint agenda. Ouais, ça me fait penser à deux trucs. Je pense, maintenant que j'y réfléchis un peu plus, une des raisons pour lesquelles je fais autant de trucs, c'est aussi parce que je suis curieux. Ouais. Et genre, je me dis, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses à expérimenter dans la vie. Genre déjà, je sais que j'arriverai pas à tout faire dans ma vie, mais si j'arrive à faire le plus possible, enfin ça clairement, si j'ai pas essayé de faire le plus possible sur mon lit de mort, ça sera un regret. Je me dis putain, j'aurais pu faire plus. Et genre ça, juste cette phrase, j'aurais pu faire plus, je sais pas, moi elle me blesse déjà. Ouais. J'ai que 28 ans, elle me blesse déjà, du coup voilà. Ça, et deuxièmement, c'est marrant, genre je suis d'accord avec toi pour l'équilibre travail-vie privée. Mais je suis d'accord que si tu as un job, on va dire, externe, enfin un job standard. Typiquement, moi, depuis que j'ai ma start-up, cet équilibre, il n'existe plus vraiment. Enfin, c'est pas qu'il n'existe plus vraiment, c'est qu'il a été profondément transformé. Et en fait, genre, je reconnais que le boulot que je fais, c'est aussi pour moi. Et je reconnais que si jamais je fais des choses pour moi, du genre, typiquement, aller faire du sport, oui, c'est pour moi, mais c'est aussi productif, parce que du coup, ça me permet d'être productif de nouveau au boulot après, ça me permet de pas de péter un câble. Ou si, tout à coup, je sais pas, je me dis... je vais faire un tour en moto, j'ai envie de faire un tour en moto, je compte pas ça comme pas productif. Alors oui, ça rajoute pas directement de la valeur dans ma start-up, mais d'un côté, ça augmente mon bien-être et c'est des choses que j'ai envie de faire et c'est aussi important. Du coup, pour moi, la productivité, c'est pas forcément que faire des trucs au boulot, c'est juste faire des trucs. Ouais. C'est par opposé à rien faire, par exemple. Enfin, typiquement, les films et les séries Netflix, ça je regarde très très peu. J'ai aucun abonnement de ce genre. Je me perds un peu sur YouTube des fois comme tout le monde, mais bon voilà. Mais ça, typiquement, ça, je considère comme ne rien faire. Parce qu'au final, avoir regardé, je sais pas, Game of Thrones, que j'ai pas regardé typiquement, ou l'avoir, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Rien, je peux juste pas en parler avec les gens, je leur dis juste que j'ai pas regardé, puis ça m'est égal. Ou typiquement les news, enfin j'ai aucun journal, je regarde pas les news à la télé, je regarde pas la télé tout court en fait, j'ai pas la télé chez moi. C'est des choses que je fais pas parce que ça, je considère que c'est des pertes de temps actives. Et ça, typiquement, à mon avis, si les gens enlèvent ça, ça peut déjà faire beaucoup.
Ouais, enfin, je pense que la conception est peut-être un petit peu différente entre nous deux, dans le sens où moi j'ai un peu un métier passion, où le privé va très vite se mêler au professionnel, dans le sens où bah voilà, moi, faire des photos, faire des vidéos, c'est une passion. Et, et tu peux vite tomber dans il faut que la moindre photo que je prends, elle soit professionnelle, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai développé dernièrement, c'est de me dire, ok, bah là, je vais en montagne avec ma copine ou quoi, et bah oui, je prends une caméra, je fais des photos, mais je fais des photos pour mon plaisir. Je fais pas des photos pour le travail. Et cette différence-là, elle est déjà assez salvatrice, je dirais, parce que d'arriver à se dire, ouais, ok, je fais ça pour moi, parce que c'est un plaisir et c'est pas le travail. Ben moi, j'y trouve un peu une sorte d'équilibre là-dedans, et puis c'est important. Après, c'est sûr que dans une start-up, il y a peut-être moins cet aspect-là. Mais après, tu peux être passionné par ton boulot aussi. Ouais, et enfin, je pense que, alors, le monde de la blockchain, c'est quelque chose effectivement qui me passionne. Genre, je pense que ça va vraiment révolutionner le monde, ça va changer le système économique pour le meilleur, ça va démocratiser beaucoup de choses et ça va enlever beaucoup de gangrène dans le monde. Donc ça, oui. Après, de plus en plus, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que je suis en train de plus en plus aimer le processus, le fait de travailler sur une startup, le fait de me lever le matin et me dire ok, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je pense qui va ajouter de la valeur à mon business, et si je ne sais pas le faire, ok, ben, je vais apprendre à le faire. Genre aujourd'hui j'apprends, demain je fais, paf. Et c'est vraiment quelque chose qui, genre c'est aussi ça que je commence de plus en plus à aimer et à me dire ok, ben c'est pas forcément ce que je fais, c'est de un, comment je le fais, de deux, le fait de le faire et le fait que c'est pour moi aussi. Du coup ça c'est des distinctions et ça a l'air stupide dit comme ça, mais ça fait toute la différence. Et après, ouais, l'autre aspect, c'est aussi, tu parlais typiquement faire des photos pas pro, genre en mode, je sais pas, peut-être plus amateur. Du coup, c'est pour toi-même, tu te mets moins de pression. Ouais, c'est juste de faire les photos que tu as envie de faire, et puis surtout de ne pas avoir dans la tête une image précise que tu veux ramener, etc. Puis tu photographies ce qu'il y a, tu photographies ce que tu as envie, puis c'est arrivé des fois où je fais 0 photo, puis c'est ok. Mais est-ce que tu t'en veux du coup après? Est-ce que tu dis ah j'aurais pu? Non, justement pas, parce que je me dis c'est privé. Ouais. Et puis du coup, bah, je prends aussi plaisir à photographier Enfin, je sais que ce sera des photos que je vais jamais publier nulle part. Je vais mettre ça sur un Google Drive, les gens concernés auront accès, et puis voilà, ce sera des souvenirs en fait. Ouais. Ce sera pas du travail. Ouais. Alors c'est marrant, moi j'ai vraiment la réflexion inverse. C'est-à-dire, j'essaye de professionnaliser, c'est un grand mot, mais si tu associes professionnalisme à compétence ou à excellence, j'essaye de professionnaliser de plus en plus de zones de ma vie. En mode, bah, typiquement, comment je mange, j'essaie de le faire de mieux en mieux. Comment je m'entraîne, j'essaie de le faire de mieux en mieux. Comment je bosse, comment j'arbitre, j'essaie tout le temps de faire de mieux en mieux, de m'améliorer. Parce que j'ai du plaisir à bien faire les choses aussi. Et du coup, si jamais je fais des choses avec la moitié de l'effort, moi-même j'ai moins de plaisir. Par contre après, ce que je fais aussi, c'est que j'essaie d'identifier pourquoi je fais les choses. Genre, si je reprends ton exemple, si tu vas faire une randonnée, puis tu veux faire des photos, ben je me dis, est-ce que le but c'est de faire des photos, ou est-ce que le but c'est de faire la randonnée avec quelqu'un que j'aime? C'est deux choses très différentes. Si le but c'est de faire des photos, bah là du coup je vais faire des photos évidemment. Et du coup j'essaierai de faire des photos aussi bien que possible. Si le but c'est de faire la randonnée, je me dis c'est possible que je fasse pas de photos, parce que du coup je me dis, ça me sert pas dans mon but pour ça. Et du coup, voilà, ça, en fait, ça me sert à rien. Si c'est en plus, tant mieux. Si elles sont moches, tant pis. Et si on n'a pas, bah tant pis aussi, quoi. Mais je pense que enfin, je pense que tout se nourrit lui-même. Tu vois, enfin, moi, quand je fais des photos à titre privé, bah, ça me fait quand même progresser dans mon travail photographique. Enfin, voilà, j'essaye, même si je prends des photos pour moi, j'essaie de prendre des bonnes photos, tu vois. Et des fois j'essaye des trucs, puis je regarde, je dis, ah bah en fait ça rend bien. Puis tout ça, en fait, ça nourrit finalement ton travail. Et puis bah oui, il y a cette vision de toujours aller, de toujours faire mieux. Tu as parlé de nutrition avant, de sport aussi.
Et finalement, je pense que c'est aussi un truc, voilà, enfin, tu as bien dit qu'on avait les deux des plannings très chargés, mais je pense que c'est en lien les deux, dans le sens d'avoir envie d'améliorer chaque aspect de ta vie. Ça te permet au final de faire de plus en plus de trucs, d'optimiser de plus en plus les choses. Si tu manges bien, tu as plus d'énergie. Si tu as plus d'énergie, tu peux faire plus de trucs. En faisant plus de trucs, bah, ça va t'amener à plus de choses, etc. Le sommeil, pareil. Très important, le sommeil. Etc. Donc je pense que c'est un peu une conception, je pense, de progression constante dans tous les domaines, et puis d'essayer que chaque aspect de ta vie nourrisse les autres, quoi. Ouais. Non, clairement. Parce que surtout, en plus, quand tu t'améliores dans un aspect, souvent, tu vas t'améliorer dans les autres en conséquence de ça, parce qu'il y a tout qui est lié. Ouais. Enfin, c'est très très rare qu'un domaine, tu n'arrives pas à en retirer quelque chose pour un autre. Bah, si tu n'arrives rien à en retirer, tu l'arrêtes, hein, en général. Souvent, ouais. Exact. Bah écoute, trop bien, je pense qu'on a couvert déjà pas mal de sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast. Navré pour ceux qui ont regardé la vidéo pour nos coupes de cheveux approximatives. C'est la faute des casques de moto, c'est Voilà, pas nous. C'est pas nous. Et puis j'espère que ce cadre vous a plu. C'était le premier podcast filmé. Un grand merci Marc pour d'avoir accepté, d'avoir eu cette idée de petit road trip. À la base on devait faire un circuit, mais on s'est pas rendu compte qu'on aurait dû passer par le tunnel du Mont Blanc. Et c'est 34 € pour une moto. Donc on s'est dit on remonte le col. Voilà, et puis on va rentrer tranquille. C'est pas grave. Un grand merci d'avoir écouté ou regardé ce podcast. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, de t'inscrire à la newsletter. Tu trouveras tous les liens en description. D'ailleurs, Marc me répond souvent à mes newsletters et on a des échanges très intéressants. Bah, c'est comme ça que ce road trip a été créé. D'ailleurs, oui, c'est tout à fait. Et puis n'hésite pas à vivre tes propres aventures, à évoluer toi-même toujours un peu plus, tous les jours un peu plus. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, un nouveau contenu. Tu trouves bien sûr tous les liens dans la description. Un grand merci Marc. Un petit mot de la fin. Si tu as des rêves, réalise-les. Ça sert à rien d'attendre.